Radio. Les Français parlent au français. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Mais les sanglots longs du Zemmour, pas tellement monotones, ne bercent pas mon cœur d'une langueur automnale, parce que je reçois évidemment quelqu'un qui, vous savez, il fait jamais parler de lui, parce qu'il fait des bouquins un peu indolents, faut bien dire, un peu mou, quoi. Il se passe rien, il dit des choses comme ça. Et alors, ce qui est génial, je veux dire, moi, ce que j'aime chez Zemmour, à part que ses bouquins sont vraiment intéressants, après, il y a des choses pour eux, des choses contre, on va en parler. Mais ce que j'aime, c'est comment il provoque les chiens de Pavlov de manière formidable. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle des réflexes conditionnés. Et ça devient formidable. Quand j'entends un chroniqueur qu'on n'aura pas qui dit « Mais il faut l'interdire, c'est magnifique, j'ai entendu ça, mais sur les plateaux de télévision, il faut l'interdire. » Et c'était les mêmes 68 arts qui disaient « Il est interdit d'interdire. » Alors, Éric Zemmour, vous avez publié ce bouquin qui se lit vraiment avec plus que des plaisirs, Le destin français. Ce qui est formidable, c'est vrai que moi-même, qui suis un impuits de science, j'ai appris beaucoup de choses. Ne riez pas. J'ai appris beaucoup de choses là-dedans, vraiment beaucoup de choses. Notamment, ce qui est très bien, c'est la manière dont vous racontez de Clovis à Sartre, de Maupeou à De Gaulle, de Talleyrand. Il y a toute l'histoire de France. Et c'est vraiment passionnant parce que c'est construit comme des scènes. C'est vraiment des scènes, etc. Mais je voudrais revenir effectivement à la préface, aussi à l'introduction. Mais avant de parler d'introduction, est-ce que si vous aviez à rééditer ce destin français, je pense qu'il sera réédité, est-ce que vous ajouteriez un chapitre ou pas sur un certain 17 novembre ? Franchement. D'abord, vous avez remarqué qu'a priori, j'ai pris des portraits, c'est-à-dire que j'ai des personnages. C'est vrai, alors, c'est pas des journées. Il y a quelques lieux, oui. Il y a quelques lieux, mais c'est pas des journées. Voilà, ça c'est une première. Donc, techniquement, c'était pas évident, mais je vois ce qu'il y a derrière votre question. Pour l'instant, alors il y a deux réponses. La première, c'est que je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce que ça va donner. C'est beaucoup plus facile quand on a le recul historique. Mais là où vous n'avez pas tort, c'est qu'effectivement, et je dis ça depuis le début, il y a une concrétisation, une incarnation dans la rue de ce clivage dont on parle depuis des années entre la France des métropoles et la France périphérique. Oui. La France périphérique, Christophe Guilluy peut ouvrir sa bouteille de champagne et dire merde à tous les géographes qui l'ont craché dessus depuis 10 ans. Parce que là, alors là au moins, on le voit dans la rue et qu'il a gagné. Donc ça c'est une chose. Et on voit bien que il y avait un papier remarquable dans le Figaro de ce matin du sondeur Jérôme Fourquet qui expliquait la carte. On voit bien que même dans les régions où on est loin de toute métropole, mais où le niveau social, l'ouverture économique sur le monde permet et oblige à se servir de sa voiture, on n'a pas tellement manifesté, parce qu'on a voté Macron auparavant. Vous voyez, on voit bien ces deux France. Et on voit bien aussi qu'il y a cette France périphérique qui a à la fois un problème économique et social et un problème identitaire. C'est la France blanche, c'est la France de la petite classe moyenne. On voit bien aussi que la France des métropoles, c'est-à-dire ce que j'ai appelé, vous savez, dans mon livre, la double mondialisation. La mondialisation par le haut, c'est-à-dire on met ses enfants dans les universités australiennes ou américaines, etc. On les envoie tous à Harvard ou ailleurs. Exactement. Et la mondialisation du bas, c'est-à-dire l'immigration dans les banlieues, cette double mondialisation, elle n'est pas dans les Gilets jaunes. Vous avez vu ? C'est vraiment la France de la petite classe moyenne. La France blanche, c'est la France qui aurait voté Trump. Vous voyez, c'est la France qui, en grande partie, a voté Front National. À qui on a donné congé, à qui on a donné avec un plan social. Voilà, et qui on a dit, vous êtes en dehors du temps. Et vous êtes des beaufs, des ploucs, etc. Comme a dit le Benjamin Griveaux, la France qui fume des clopes et qui roule en diesel. Voilà, magnifique. C'est les déplorables de Hillary Clinton, c'est la même chose. C'est le basket of deplorables, c'est le panier de déplorables. Voilà. Mais alors justement, Éric Zemmour, vous allez plus loin, vous avez écrit vous-même un papier, je crois, dans le Figaro, vous dites, c'est le retour de la lutte des classes. Alors,
Enfin, il y a une lutte des classes. Mais bien, mais attends, ça fait longtemps. Vous savez, je crois qu'il y a je vous retrouverai le nom quand ça me reviendra, un milliardaire américain qui a dit... Warren Buffett. Vous voyez, vous connaissez la lutte des classes a eu lieu, les riches ont gagné. Voilà. Donc c'est il y a 10 ans. Absolument. Bon, donc on sait que la lutte des classes est revenue. Et là, ce qui est intéressant, mais comme toujours en France, et pas comme toujours en Occident, mais là, cette fois-ci, c'est comme toujours en Occident. La lutte des classes se double d'un conflit culturel et identitaire. Il y a tout là, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a la France périphérique, l'Amérique périphérique, l'Angleterre périphérique, celle qui a voté pour le Brexit, l'Italie périphérique, celle qui va faire un triomphe à Salvini. Voyez, le Brésil. Le Brésil périphérique, absolument, vous avez raison. Donc ces pays-là qui veulent rester des nations et des peuples, et puis ce que je vous ai dit tout à l'heure, la double mondialisation des grandes métropoles, qui elle s'est détachée des peuples et des nations. Et ça nous renvoie... Vous avez eu la gentillesse de dire que mon livre était passionnant, mais je crois que j'essaye de montrer qu'à chaque fois, les effets de miroir, les références entre ce qui s'est passé jadis et ce qui se passe aujourd'hui. Et là, vous voyez, on a une lutte qui rappelle beaucoup d'affrontements du passé. Par exemple, les Girondins et les Montagnards. Ah oui. Il faut pas surnoter ce conflit. Mais quand même. Mais on voit bien qu'il y a du girondisme dans ces métropoles mondialisées et du jacobinisme, des montagnards dans cette France périphérique qui n'a que l'État pour se protéger. Parce que, si vous voulez, les autres, ils savent se protéger des effets néfastes de la mondialisation, pour des raisons différentes. La mondialisation du haut, elle a l'argent, elle a les codes à toutes les entrées, elle a la carte scolaire qu'on manipule, les relations, les copains, et puis comme on a dit tout à l'heure, il y a une diversité américaine ou australienne. La mondialisation du bas, elle a l'entre-soi islamique, coranique, la règle qui organise toute la structure de la société et donc qui permet... Et puis l'aide de l'État. Et puis l'aide de l'État, le social, et puis les trafics éventuellement. Et il reste cette France périphérique qui, elle, n'a que l'État. Et que l'État abandonne, elle vraiment, contrairement à ce qu'on dit de la banlieue qui n'est pas du tout abandonnée. Et il ne faut pas oublier, Éric Zemmour, et on va revenir, que la France périphérique, ce n'est pas une minorité. C'est 50 à 55% des Français. Il faut le rappeler. Absolument. Alors moi, je voudrais revenir à votre livre. Non, et quand je dis, c'est pas parce que vous êtes face à moi, etc., Destin français, c'est que vous avez fait un livre. Ce qui est passionnant, c'est d'abord de lire ça, et c'est vrai que vous avez un sens de la mise en scène, bon, on va pas dire ça, et je voudrais savoir, vous avez vraiment pleuré devant la Bérésina ? Vraiment. Oui. Parce que pourquoi ? Pour vous, c'était un symbole de... C'était quoi, vraiment ? Alors, vous le racontez, mais je voudrais que vous le racontiez. Pour moi, si vous voulez, et j'ai lu récemment, depuis, je ne l'avais pas lu avant, j'ai lu ça dans Hélène Carrère d'Ancos, que pour le général de Gaulle, la Bérésina et la retraite de Russie étaient aussi le basculement, et que la France... à partir de ce moment-là, n'était plus le gros animal, comme il disait. Non, le grand empire. Exactement. Et pourquoi ? Alors, vous avez la réponse à votre question. C'est-à-dire que je vois l'histoire de France, non pas comme la défense du précaré, mais comme la tentative toujours recommencée et jamais finalement accomplie, sauf avec Napoléon, on va y revenir, de reconstituer l'Empire romain. Vous voyez, c'est-à-dire que je raconte au début avec Clovis. Clovis, Clovis, le petit roitelet un peu ridicule, à qui l'évêque Rémy lui dit « Mais tu vas nous refaire l'Empire romain ». C'est extraordinaire. C'est parti de ça. C'est le syndrome, on va nous devenir l'Empire romain. Exactement. Et on revoit ça avec Charlemagne, évidemment, qui lui réussit quasiment. On revoit ça même avec les rois, comme Philippe le Bel. J'ai retrouvé des textes étonnants. Et ce qui énerve l'Empire, vous savez, le Saint-Empire romain germanique, l'allemand, c'est que le petit roitelet français, il dit « Mais non, c'est pas toi l'empereur, c'est moi. C'est moi qui vais refaire l'Empire romain. » Ça a l'air ridicule, il a un petit royaume de ridicule. Et à chaque fois, il la ramène. Et je raconte, à chaque fois, il y a des preuves que les historiens ont négligé. Alors, soit ils étaient des historiens de gauche, et pour eux, c'est mal, vous voyez, de vouloir refaire un empire. Soit ils étaient des historiens de droite, à la Bainville, que j'admire, et eux, comme ils admiraient la monarchie d'avant la Révolution, ils disaient non, la monarchie, c'est la mesure, c'est la rigueur, vous voyez, c'est le précaré, etc. Voilà, moi, je pense... le côté droite conservatrice. Exactement. Moi, je pense que les deux se trompent. Et quand Napoléon, lui, il réussit ce dont, selon moi, ont rêvé tous les rois,
c'est-à-dire refaire l'Empire romain. Il a l'Italie du Nord, il a l'Allemagne de l'Ouest, il a la Hollande, la Belgique, et il va, vous avez tout à fait raison, il va jusqu'en Égypte, il va dans le sud, vous voyez, il fait ça. Et c'est pour cela que, selon moi, la Bérésina et, vous avez compris, la destruction de l'armée française, la grande armée dans les steppes russes. Vous savez, Dostoïevski a un mot magnifique que j'ai raconté, d'ailleurs, qui a beaucoup fait rire l'ancien ambassadeur de Russie en France. Dostoïevski dit « Ce n'est pas le froid qui a tué l'armée française, ce n'est pas le patriotisme russe, c'est la désorganisation russe. » Et qui a englouti la grande armée de Napoléon. Ouais, c'est formidable. C'est formidable, un mot magnifique. Donc c'est pour vous dire que pour moi, à partir de ce moment-là, la France n'est plus en capacité, comme dirait François Hollande, n'est plus en capacité de dominer l'Europe et de refaire l'Empire romain. Les Anglais ont gagné. Les Anglais ont réussi à coaliser toute l'Europe contre nous et à nous détruire. Et à partir de là, on nous donne une frontière pourrie. C'est-à-dire, vous comprenez, les traités de 1815 nous donnent une frontière pourrie qui va donner les guerres de 70, de 14 et de 40. On va en parler. C'est fait exprès. Et on en reparle dans quelques instants sur Sud Radio avec André Berkoff et son invité exceptionnel aujourd'hui, Éric Zemmour, auteur de ce livre « Destin français », c'est publié chez Albin Michel. À tout de suite sur Sud Radio. Alors Éric Zemmour, vous avez parlé de ces petits rois, je dis qu'il a ramené. Est-ce que le dernier, au fond, on peut dire aujourd'hui dans l'histoire, en suivant toujours votre bouquin, encore une fois passionnant, lui sans désordre, évidemment, c'est votre seul défaut, parce que vous n'avez pas de désordre. Moi, j'aime le désordre. Est-ce que De Gaulle a été le dernier qui la ramène ? Oui, alors là, vraiment, vous touchez au cœur de l'histoire de France du XXe siècle. De Gaulle est le dernier qui se dit « je ne suis plus le gros animal », c'est son expression. La France n'est plus la première puissance démographique. 28 millions en 1789, l'Angleterre 8 millions. C'est pour vous dire, c'est fou, ouais. La France c'est autant que tout le reste de l'Europe en population. C'est comme si aujourd'hui on avait 150 millions d'habitants. Vous voyez, il faut voir il faut remettre ça dans le contexte. C'est inouï. Bon, on n'est plus ça. Donc comment faire ? Et je me suis amusé, parce que j'ai un esprit taquin, j'ai relu un livre... C'est votre côté Saint-Thomas taquin, ça. Hein. Absolument. Ouais. J'ai relu un livre absolument admirable de Charles Maurras qui s'appelle « De qui l'a Tanger ?», qui est écrit en 1895 et qui est réédité en 1910, vous voyez, toute cette période-là, et où il réfléchit lui aussi à que fait la France quand elle n'est plus le gros animal. Parce que dès la fin du 19e siècle, en vérité, ce que Napoléon a compris, lui, en 1800, il est tout seul, qu'il faut donner une grande... sa seule volonté. Exactement, il se dit, il va y avoir l'Amérique, il va y avoir la Russie, il va y avoir... Vous voyez, il a compris le monde qui arrivait, le monde des géants. Personne n'a compris à son temps. Je fais un parallèle avec Talleyrand, qu'on prend pour un génie aujourd'hui, et qui n'a rien compris, qui est encore dans la France de Louis XV. Bon. À partir de 1914, et évidemment à partir de 1960, tout le monde a compris ça, et De Gaulle se dit, eh ben oui, mais j'ai pas l'outil. J'ai pas un gros truc, moi. J'ai pas un immense territoire. Bon, vous avez compris. Et donc, Maurras se pose la même question. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, il y aura des géants, l'Amérique, à l'époque, l'Empire anglais, vous voyez, la Russie, et il y aura des tout petits, tous les petits États qu'on a aujourd'hui, les 150 États de l'ONU. La France doit se mettre au milieu et doit protéger les petits contre les gros. Et c'est ça le raisonnement de De Gaulle. Exactement. C'est ça le raisonnement de De Gaulle. Qui fait du Maurras, qui lui-même, pour vraiment la précision historique, faisait du Vergennes. Vous savez, c'est le ministre des Affaires étrangères de Louis XVI. De Louis XVI. Remarquable esprit, qui déjà avait proposé ça à Louis XVI. Vous voyez, ça remonte à loin. Donc la France, puissance moyenne, mais qui protège les petits face aux gros. Exactement. Et c'est pour ça que, et d'ailleurs c'est écrit dans Maurras, le Canada, vive le Québec libre. C'est dans le texte. Sûr. La mano et la mano, et viva l'Amérique du Sud. C'est dans le texte. Je le cite. Oui, absolument. La protection de tous les petits pays, la politique arabe de la France, etc. Vous voyez, tout ça, c'est comment la France peut encore être un géant. Et il dit à Perfit, dans C'était De Gaulle, à l'époque, il y a l'Europe des Six. Je fais une parenthèse, encore esprit taquin. Vous voyez la géographie de l'Europe des Six de l'époque. Hein. C'est l'Empire de Napoléon. Et, exactement. Mais vraiment un peu de choses. À quelques arpents de terre près. Exactement. Vous verrez, c'est la même chose. Et De Gaulle dit, c'est simple, comme on va devenir les patrons de cette Europe des Six, on fera avec cette Europe des Six aussi bien que les deux grands, à l'époque, les États-Unis et l'URSS. Donc vous voyez, il essaie de mélanger les deux stratégies. Et alors, il réussit ou il échoue, il devait échouer ou pas? Alors, première stratégie avec l'Allemagne, il échoue. On nous parle toujours de la réconciliation franco-allemande.
que nenni. En vérité, dès le fameux traité, vous savez, de réconciliation de 63, il y a un préambule voté par les parlementaires allemands contre le chancelier allemand Adenauer, avec en sous-main Jean Monnet, l'homme des services américains, pour dire l'alliance privilégiée, c'est l'OTAN, c'est l'Amérique. Vous voyez, c'est toujours la même discussion quand vous avez Macron qui dit aujourd'hui défense européenne et Merkel qui dit je sais pas, peut-être, oui. L'armée européenne, voilà, même chose. C'est la même chose. De Gaulle, c'est la même chose. Bon. Ouais. Et alors, il a mieux réussi dans sa protection des petits. Vous vous souvenez, en Amérique du Sud, il est populaire, le Canada, c'est extraordinaire, la fameuse politique dans les pays arabes. Voilà, dans les pays arabes, dans les pays africains. Là, il a plutôt réussi. Mais à quel prix ? C'est ce que j'explique dans mon dernier chapitre. Ça nous a coûté très cher. Et est-ce que c'est pas ça qui a laissé ouverte la porte de la France à ce que j'appelle l'invasion migratoire venue de l'Afrique ? Je pense que De Gaulle aurait fermé tous les robinets. Puisque lui, n'oublions pas qu'il a donné l'Algérie pour que son village ne devienne pas Colombey les deux mosquées. Donc il aurait fermé tous les robinets. Aujourd'hui, on a les deux inconvénients. On n'a plus l'influence qu'on avait et on a une invasion migratoire qui ne s'assimile plus. Oui, mais est-ce que ce n'est pas dû alors, justement, je revois les portraits, les incroyables portraits que vous faites par rapport à tous ces, même les intellectuels, les Voltaire, d'ailleurs, vous remettez beaucoup de choses de pendule à l'heure sur Voltaire et Rousseau, il y a beaucoup de choses à dire. Enfin, Voltaire reste un grand, d'ailleurs, c'est vrai, immense. Bon, quand vous parlez des histoires sublimes, vous parlez du soft power même de l'époque. Et toutes ces galeries de portraits, c'est vrai, qui est à lire et qui est à déguster, je dirais. Mais ce n'est pas aujourd'hui, pour revenir un peu à aujourd'hui, alors on dit toujours, est-ce que c'est être réactionnaire ou conservateur de dire, mais on a l'impression qu'il y avait beaucoup plus de volonté, beaucoup plus de colonne vertébrale, beaucoup plus de raisonnement à long terme. Vous savez, Churchill, la phrase Churchill, un politicien pense à sa réélection, un homme d'État pense aux générations futures. Est-ce qu'on n'est pas entré ce temps du présentisme, enfin on va pas revenir au cliché, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas perte de substance quelque part chez les princes qui nous gouvernent ou qui nous ont gouvernés ? Ça, c'est évident, si vous voulez. D'ailleurs, il y a plusieurs causes. D'abord, la faiblesse de la transmission d'une culture, Donc évidemment, on se projette moins puisqu'on est moins dans le passé. On parlait du général de Gaulle tout à l'heure. Le général de Gaulle, quand il fait le fameux voyage à Québec, vive le Québec libre, il convoque ses ministres et la seule façon qu'il a de se défendre et de se justifier, il dit, mais vous comprenez, nos rois les avaient abandonnés. C'est-à-dire que lui, De Gaulle, corrige l'erreur des rois. Et il parle du comte de Chambord dans votre livre, c'est formidable. Il voulait que je fasse comme le comte de Chambord. Rappelez ça, c'était quoi ? C'était à propos de... Le comte de Chambord qui a refusé la couronne qu'on lui tendait, officiellement pour une histoire de drapeau. Il voulait pas le drapeau tricolore, il voulait reprendre le drapeau blanc. Et en fait, j'explique que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Mais donc, pour revenir à votre question, si vous voulez, évidemment que comme on était très en arrière dans le temps, comme on vivait avec le passé, on pouvait se projeter très loin devant. Aujourd'hui, on vit au présent, on vit même à l'instant. La technologie nous y pousse, les chaînes d'infos, les Internet, etc. L'inculture aussi livresque nous y pousse, puisqu'on lit beaucoup moins, donc on a beaucoup moins ce temps long qui est avec nous. Et puis aussi, il faut dire que nos hommes d'État ne voient pas très loin, puisque ils veulent faire tout de suite, vite. Ils ont, comment vous dire... vite, parce qu'il faut le temps des médias, parce qu'il faut la réaction, les sondages, etc. Et que même, je vous dis, ils ne se vivent pas dans le temps long du passé. Donc, je pense qu'on ne peut se vivre dans le temps long de l'avenir que si on ne se vit dans le temps long du passé. Ouais. Alors aujourd'hui, justement, et alors on est là à terme, au terme d'une histoire un peu bizarre. Est-ce qu'on se dit, est-ce qu'il y a en France, et beaucoup de gens se demandent, est-ce qu'il y a en France encore des capacités de réaction au bon sens du terme ? Ça veut dire, bon, on ne va pas reparler simplement du 17 novembre et autres. Il y a aujourd'hui, on sait ce qui se passe. Vous avez vu, on la taille, la dîme et la gabelle. Les gens, d'ailleurs, on a vu les suppliques au roi Louis XVI en disant on n'a plus rien. Et puis c'est toujours les mêmes qui se goinfrent et qui ne payent pas d'impôts. Il y a quand même sans faire des amalgames, il y a quand même des apparentements tout à fait intéressants. Je passe mon temps dans le livre, en particulier dans l'introduction, à rappeler que nous sommes une période très particulière qui concentre toutes les crises que nous avons vécues depuis 1000 ans.
Je raconte que nous avons le retour des grands féodaux, c'est ce que vous dites, comme au Moyen-Âge. Nous avons l'invasion musulmane comme au 7e siècle. Nous avons un prémisse de guerre de religion comme au 15e siècle. Nous avons la domination des femmes dans l'espace médiatique et public comme au XVIIIe siècle. Misogyne, non, hein, pas du tout, pas du tout. C'est objectif, c'est une analyse objective. Ouais. On a l'anglomanie, qui est aujourd'hui une américanomanie, comme dirait Régis Debray, comme au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Vous voyez, on a toutes ces crises. On a le pouvoir des juges. Comme au XVIIIe siècle. Ça, c'est passionnant, vous rappelez d'ailleurs dans votre livre. Comment les parlements d'Ancien Régime ont détruit la monarchie et comment les juges d'aujourd'hui sont en train de détruire la République. La République. Moi, je voudrais citer 2 phrases de votre introduction. Juste, ceux qui disent les nations n'existent pas, les frontières n'existent pas, nous dit-on, sont de créations artificielles et falsifiées. Les grands hommes n'existent pas non plus. Et voilà. Et comme par hasard, ça va ensemble. Et puis vous rappelez George Orwell qui contrôle le passé, contrôle l'avenir, qui contrôle le présent, contrôle le passé. Et vous finissez, quand le français dort, écrit Brantôme, le diable berce la France. Est-ce que la France peut se réveiller pour vous? Il y a 2 réponses à cette question. La première question, la plus rationnelle, c'est que nous sommes complètement endormis et que nous sommes anesthésiés. Et même s'il y a des petites révoltes, ça n'ira pas très loin parce que vous comprenez, en 1788, on crève de faim. Il faut quand même donc on a de quoi se révolter. On crève littéralement de faim. Bon. Maintenant, il y a la deuxième réponse qui est qui a plus d'espoir, c'est-à-dire que toute la leçon de l'histoire de France, c'est qu'à chaque fois qu'on est au fond du trou, mais vraiment au fond, c'est-à-dire dans la guerre de 100 ans après Azincourt, on a Jeanne d'Arc, quand on est après la Terreur et le Directoire, on a Bonaparte, après la Fronde, on a Louis XIV, vous voyez ce que je veux dire? Après, en 40, on a quand même De Gaulle. À chaque fois qu'on est vraiment au fond et qu'on dit la France est finie, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelqu'un qui se lève, il y a un peuple qui se lève. Mauriac, après en 45, disait que la France était la nation Christ. Il avait d'ailleurs pris cette expression à la Pologne, vous savez, qui était ressuscitée. Ouais. Et donc c'est pour vous dire qu'il y a un côté comme ça ressuscité, et la France ressuscite toujours. Alors est-ce que ça va continuer? Alors là, je ne sais pas. Eh bien, écoutez, vive les résurrections. On verra si l'émission d'André Berkoff ressuscite sur sudradio.fr en podcast. Quoi qu'il en soit, merci à vous, Éric Zemmour. Je rappelle la référence de votre livre Destin français, c'est publié chez Albin Michel. Merci à vous également, André Berkoff. On retrouve demain dans tous vos états, avec ou sans gilet jaune. On verra bien, en direct de midi à 13h. À suivre sur Sud Radio, les clés d'une vie avec Jacques Pessis, qui reçoit le comédien Jean-François Balmer. Et puis vous aurez avant ça, évidemment, les informations. Merci à vous d'écouter Sud Radio. Excellente journée à notre écoute.